Ok, je vous propose de démarrer ce premier échange. Alors, juste pour expliquer à chacun le concept. On a diffusé une invitation dont essentiellement ce qu'on appelle la galaxie des soutiens du collectif des entrepreneurs avec Xavier Bertrand. Et notre objectif à travers ce premier temps d'échange, c'est de remonter des idées pratico-pratiques sur le sujet entrepreneuriat. Moi, j'aime bien définir, quand je démarre, ce que c'est l'entreprise, en tout cas vu au sein du collectif. L'entreprise, c'est quoi? Ce sont des professions libérales, ce sont des TPE, des ETI, des PME, des auto-entrepreneurs, des associations, tout ce qui crée de la valeur et du lien social sur nos territoires. L'objectif du collectif, c'est de travailler sur 3 grands thèmes. Travailler sur comment simplifier, comment faciliter et accélérer la création d'entreprises. Deuxième item important, comment développer les entreprises. Et troisième item également stratégique, comment stimuler l'agilité de l'ensemble des entreprises dans nos territoires. Voilà les 3 grands items. Ce soir, notre objectif, c'était de faire un peu comme si on faisait une permanence digitale. C'est-à-dire que l'esprit, c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir un temps d'échange avec vous pour écouter vos questions, mais surtout pour entendre vos solutions. Et comme ça nous permet, nous, de pouvoir remonter vos idées à Xavier Bertrand, ses équipes, en fonction des sujets, et pouvoir ensuite travailler et voir comment on peut les mettre en œuvre demain dans un programme présidentiel. Voilà l'esprit de cette rencontre. Donc moi, l'objectif, c'est pas de beaucoup parler, mais c'est plutôt de vous entendre. Ce que j'aimerais, ce qu'on pourrait se fixer comme règle de fonctionnement, c'est qu'à chaque fois que vous prenez la parole, on essaie de se fixer un temps de 2-3 minutes. C'est-à-dire que c'est toujours difficile, c'est votre question ou votre problématique et ensuite la solution que vous imaginez. Et je rebondirai bien sûr, soit pour préciser ou soit pour bien comprendre quelle est la solution que vous envisagez et quel est le point. Voilà pour le situer, voilà pour situer l'objectif de ce premier temps. On va le répéter tous les 15 jours. Tous les 15 jours, on va refaire cette permanence. Ça sera un lieu d'échange pour vous exprimer sur les thématiques entrepreneuriales, puisque vous l'avez bien compris, les entrepreneurs avec Xavier Bertrand, on ne traite que de sujets entrepreneurs. On a dans l'environnement de Xavier Bertrand, il y a la manufacture qui traite de sujets larges, qui peuvent être politiques, qui peuvent être sociétales. Il y a le club du Nouveau Siècle de France qui est très impliqué également sur les sujets santé, sur le monde des forains par exemple. Voilà, on essaye, il y a les jeunes qui travaillent aussi sur d'autres thématiques. On essaye chacun d'avoir une vision large, mais aussi précise des sujets pour que chacun d'entre vous puissiez vous exprimer et surtout que les idées puissent remonter vers Xavier Bertrand, qui est beaucoup sur le terrain en permanence, et c'est sa marque de fabrique. Mais vous imaginez bien que son agenda, plus le contexte Covid du moment, fait que c'est compliqué d'avoir des échanges avec tout le monde. Voilà, on démarre ce premier temps. Moi, je vais le faire assez simple. Qui a envie de lancer la première question? C'est toujours un exercice difficile de démarrer. Mais je suis certain qu'il y en a un qui va se lancer. Alors, pour se lancer, c'est simple. Vous avez une petite capacité qui vous permet de lever la main. Voilà. Soit de vous appuyer sur lever la main. Voilà. Ou après, je lance les micros de tout le monde et le premier qui a envie de parler se lance. Mais je pense qu'il faut effectivement démarrer ce temps. Alors, j'ai ouvert les micros de tout le monde. Comme ça, le premier qui va avoir envie de se lancer, il va se lancer. Qui a envie de se lancer? Alors, ça y est, on a quelqu'un qui se lance. Je vais la prendre.
Je vais juste te mettre tout en sourdine tout le monde et je vais vous remettre tout de suite en audio. Hop et hop. Voilà. Voilà, c'est parfait. On vous entend. Vous m'entendez? Donc, parfaitement bien. Ok, bonjour. Alors, pour ma part, c'est Mademoiselle Gouda Astadia. Déjà, dans cette communauté, enchantée. Merci. Et j'aurais souhaité savoir si, effectivement, ces moments d'échange permettaient aussi de pouvoir échanger sur le sujet de l'emploi, notamment. Potentiellement, Oui. vous aider en qualité d'auto-entrepreneur qui émerge, pour ma part. Oui. Alors, le sujet de l'emploi, il est très prédominant parce que une entreprise, que ce soit un commerçant, que ce soit un auto-entrepreneur, que ce soit une association, son objectif, c'est de se développer. Pour se développer, mais il faut créer de l'emploi et créer et avoir une équipe. Et c'est un sujet donc extrêmement central et bien entendu, vous pouvez l'aborder. Quelle est votre question sur le sujet ou quelle est votre solution et votre idée? Alors, c'est sur l'équité, donc le marché de l'emploi des femmes notamment. Donc, Oui. une plateforme digitale de télétravail 100% négocié. Donc, actuellement, je travaille ça au stade de la technologie Oui. avec d'autres rendez-vous qui ont été pris dans un réseau interne. Et je vais souhaiter savoir si potentiellement la région, enfin, M. Bertrand, est toujours intéressé par le marché d'emploi avec le projet d'emploi. On vous a pas bien entendu malheureusement. Alors je ne sais pas si c'est propre à moi, mais je vous ai pas très bien entendu sur la fin, sur la question et la solution que vous envisagiez. Alors, la solution Alors, étant de plateforme je me permets digitale. d'intervenir un tout petit instant, Sadia, excusez-moi. Oui. Baissez tout simplement un tout petit peu le son de votre retour audio. À mon avis, en fait, quand vous parlez, vous avez votre retour audio, du coup, ça fait un écho. Baissez un tout petit peu le son de votre haut-parleur, on vous entendra mieux, tout simplement. Et allez-y, maintenant, vous pouvez me répondre. Oui, Sadia? Oui, non, on va remettre le micro de Sadia qui s'est désactivé. Je suis en train de le remettre en route. Ça marche. Voilà, ça y est. Je pense qu'elle va pouvoir revenir. Excusez-nous, on apprend également ce mode de communication qui est quand même pas le plus simple. Je l'ai dit au début, j'aurais préféré vous avoir tous dans une salle. Vous m'entendez? Parfaitement bien. Ok, super. Donc, en fait, pour ce faire, actuellement, à Euratechnologie, j'étudie une plateforme digitale de télétravail 100% ou négocié pour les femmes afin de rétablir l'équité sur le marché de l'emploi. Donc, une étude de marché a été faite concernant des chiffres sur les freins périphériques des femmes sur le marché. Les événements actuels tels que le Covid nous a permis de constater qu'une majorité d'emplois pouvait se faire via le biais du télétravail et de ce fait-là, interagir sur les freins tels que pathologie, handicap, enfin tout ce qui est exclusion des femmes sur le marché de l'emploi et rétablir cette équité qu'on ne retrouve pas. Voilà. Alors, c'est un vrai sujet et très intéressant, en tout cas, cette première intervention. Et votre vision des choses, à vous, moi, je partage complètement le diagnostic que vous faites sur le sujet de l'égalité homme-femme sur le travail, le sujet de l'inclusion, le sujet du handicap également, qui est un vrai sujet. Votre sentiment à vous, pour pouvoir demain réellement changer les choses sur ce sujet-là, c'est quoi votre idée majeure? C'est de pouvoir permettre, au vu des événements actuels, Oui. du digital et du télétravail, c'est permettre justement de mettre une solution Ouais. qui viendrait interagir sur ces freins et permettre à ces femmes de pouvoir travailler, que ce soit dû à la parentalité, à la grossesse, Ouais. à l'handicap, à la pathologie. L'idée, en fait, ça serait de stimuler, de donner plus de champs, de possibilités aux femmes de travailler en télétravail pour pouvoir à la fois combiner quelquefois les contraintes familiales, mais ça serait valable également pour un homme, bien entendu, les contraintes familiales et leur carrière professionnelle, c'est ça l'idée que vous C'est avez ça. en tête? Effectivement. D'accord. Alors, pourquoi j'ai promu les femmes? C'est pas du tout dans un esprit féministe ou autre. C'est que les marchés, enfin, les chiffres, pardonnez-moi, au niveau des hauts 30, c'est les femmes qui sont le plus, victimes du chômage, victimes
du fait de la parentalité. Ça, c'est des chiffres que j'ai travaillés par le biais d'une étude de marché, donc qui a été faite de façon optimale, et non pas des choses que j'ai pris. Et en qualité de consultante emploi, c'est aussi mon expertise professionnelle et personnelle qui m'a permis de le constater. C'est vraiment quelque chose qui est travaillé actuellement au sein de Ratechnologie. Non, non, mais je partage, c'est une réalité, hein, c'est une vraie réalité. Et il y a beaucoup de freins et je pense qu'effectivement, ça a beaucoup de sens ce que vous dites. Au fond, le Covid, ça a énormément d'inconvénients sur chacun au quotidien, mais ça peut faire émerger aussi des nouvelles solutions, des nouveaux usages. On a vu que le télétravail, finalement, avait des contraintes aussi, puisque ça crée de la rupture de lien social, ça crée un certain nombre de choses, mais ça peut être aussi une opportunité, un fonctionnement différent. Est-ce qu'il faut aller vers une semaine complète de télétravail? Je ne pense pas au fond. Je pense qu'il faut quand même créer une mixité pour créer de l'interaction d'équipe. Maintenant, on peut aller beaucoup plus loin dans ces logiques-là et créer un peu du sur-mesure pour des publics qui auraient besoin d'être en télétravail pour des contraintes familiales, des contraintes de déplacement, des contraintes d'usage. Et je serais très preneur, en tout cas, que vous puissiez nous passer votre étude, les grands enseignements et une proposition écrite sur ce sujet-là au sein du collectif, parce que je pense que c'est un sujet qui mérite toute notre attention. Merci pour cette première intervention. Merci à vous. Merci pour votre écoute à vous tous. Non, merci beaucoup. Si je peux me permettre juste une toute petite réaction, Sadia, je vais la faire très courte parce qu'il faut laisser la parole à beaucoup de monde. Je partage tout à fait votre avis. Il y a trop de gens, mais effectivement majoritairement des femmes, parce qu'il ne faut pas occulter la réalité que effectivement sur les contraintes familiales, aujourd'hui encore dans notre société, ce sont quand même les femmes qui les portent majoritairement, mais parfois ce sont des hommes, donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Par contre, pour avoir mis en place du télétravail dans mon entreprise, etc., je pense qu'il est important de définir aussi un petit dosage de présentiel. Par contre, effectivement, en laissant une grande flexibilité entre employeurs et employés en la matière, mais pour qu'il y ait un petit temps de présentiel, tout simplement parce que le travail, c'est aussi du lien social et on se rend compte que le télétravail pur isole aussi les salariés. Donc, le tout étant de trouver effectivement le juste milieu, mais je rejoins tout à fait votre avis sur cet aspect de pouvoir favoriser ça à plus long terme, au-delà de la période Covid, pour permettre de conjuguer beaucoup mieux vie professionnelle et vie personnelle. Voilà, c'est ma petite remarque. Mais en tout cas, effectivement, nous sommes preneurs d'une contribution que vous pouvez envoyer sur l'adresse mail que vous connaissez et nous la traiterons et la remonterons sans aucun souci. Voilà. On a une autre question, une autre personne qui va intervenir. Donc, je vais la faire passer. Je vous demande un tout petit instant. Je vous active votre micro. Clac, ça y est, c'est parti. Normalement, vous allez pouvoir intervenir. Oui, bonsoir à tous. Voilà. Est-ce que vous Bonsoir. m'entendez ? Oui, parfaitement bien. Je vais couper mon micro à ce moment, ça va créer un écho et comme ça, je vous laisse parler. C'est parfait. Je vais essayer d'être très synthétique. Il y a deux sujets qui me tiennent à cœur et je pense que ces deux sujets pourraient être très importants lors de la prochaine campagne. Mais ma question portera uniquement sur l'un des deux pour laisser la parole aux autres. Le premier sujet, c'est celui de l'insécurité qui va être un vrai sujet central, à mon sens, lors de la prochaine campagne. Et l'autre sujet, c'est la problématique du vieillissement de la population, avec à la fois les problématiques de retraite qui sont vraiment importantes et les problèmes de dépendance qui aujourd'hui ne sont pas du tout adressés et qui vont devenir dans les prochaines années, sujet que je connais très bien, extrêmement important socialement et économiquement. Et je pense qu'on ne pourra pas faire l'économie d'une vraie réflexion sur le troisième âge, le quatrième âge même d'ailleurs maintenant, et la manière de l'accompagner dans l'organisation, dans l'accompagnement à la fois des personnes concernées et de leur environnement, leur famille. Je sais qu'il y a quelques initiatives locales, mais il n'empêche que c'est un sujet qui est extrêmement lourd, extrêmement important. Il faut regarder également à l'étranger les expériences dont nous pourrions nous inspirer. Je vous en suggère juste une. Il y a Singapour qui a, par exemple, traité la problématique de la dépendance d'une manière assez originale. Ils ont mis en place un système obligatoire de cotisation pour tous les gens de plus de 40 ans. À partir de là, les personnes cotisent à des systèmes privés, des fonds d'équivalent de fonds de pension, des assureurs.
ils ont la capacité de changer pour faire jouer la concurrence, et à partir d'un certain âge, ils ne peuvent plus changer. Pourquoi ce procédé? Ça permet de faire en sorte que le financement ne porte pas uniquement sur les gens d'un certain âge, mais sur des populations plus jeunes qui, normalement, ne sont pas consommatrices de dépendance. Donc, c'est un vrai sujet. Il y a à la fois l'aspect économique, mais il y a également l'aspect l'organisation de l'accompagnement des soins à domicile, des personnes qui visitent les personnes en situation de dépendance, des situations d'alerte. Bref, il y a un énorme chantier, et aujourd'hui, dans les médias, on en entend peu parler, et pourtant, d'année en année, le nombre de personnes en situation de dépendance et souffrant de maladies type Alzheimer également ne cesse de s'accroître, et il faut, je pense, proposer des choses là-dessus. Alors, merci beaucoup. Alors, effectivement, la dépendance, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet pour, en tout cas, global. Alors après, c'est vrai que, vu de l'entrepreneur, c'est au fond comment nous, on peut être acteurs sur ce sujet-là, soit en accompagnant des initiatives et promouvoir des initiatives sur d'accessibilité, de nouveaux marchés sur ce sujet et de le préempter, ou pour les entrepreneurs dans les services financiers de réfléchir aussi à la construction de nouveaux produits pour pouvoir accompagner ça. Je pense aussi à tout le secteur de l'immobilier, tous les entrepreneurs de l'immobilier qui travaillent aussi beaucoup sur ces sujets de dépendance, parce que on voit bien qu'un des moyens de financer la dépendance, c'est souvent l'immobilier. Maintenant, comment réussir à avancer ça, vu nous, en tout cas, entrepreneurs, il est nécessaire, en tout cas, que ce nouveau risque de dépendance soit bien intégré, effectivement, dans le prochain programme, pour que derrière, on puisse, nous, avoir une liberté de pouvoir mettre en place des initiatives qui vont accompagner ça. Ça me paraît assez fondamental. Puis-je me permettre d'apporter un petit complément, puisque je suis moi-même, j'occupe le poste de secrétaire et de cofondateur d'une association spécialisée dans tout ce qui est de retour à domicile et au maintien à domicile. Donc, ce sont des sujets que je ne vais pas dire sur lesquels je suis expert. Il y a des gens qui sont sensibilisés bien plus que moi, mais en tout cas, j'y suis confronté au quotidien à ces problèmes de dépendance, de financement de la dépendance, et au-delà de ça, d'ailleurs, du problème d'aide aux aidants. Et donc des aidants. Donc, comme le dit Ulrich, je pense qu'effectivement, il y a probablement une filière, alors qui est en cours d'ailleurs de structuration, ça existe, mais à renforcer peut-être l'attractivité et l'accessibilité à l'innovation en la matière. Donc, il y a beaucoup de travaux qui sont menés actuellement par rapport au 5e risque, puisque c'est ça qu'on aborde. Donc, 5e risque, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste que dans les branches de la Sécu, actuellement, bon, ça y est, c'est officiellement créé, mais il n'y a pas les solutions en face. Mais il y a le risque maladie, le risque chômage, vieillesse, etc. Mais il y a le risque dépendance, qui aujourd'hui est juste inscrit dans la loi, mais il n'y a pas de grosse action menée en la matière. Et donc, pour moi, il y a deux façons d'y répondre d'un point de vue entrepreneurial. Après, c'est un autre sujet qui correspond plus à des groupes. Dans ce cas-là, il faut plus vous rapprocher des groupes spécialisés santé ou dépendance par rapport au programme de Xavier Bertrand, et on pourra vous mettre en lien. On compléterait sur la mise en relation sur le sujet. Mais si on veut l'aborder d'un point de vue entreprise, je suis tout à fait d'accord avec Ulrich. Il y a les aspects, comment on favorise l'innovation au sein des entreprises sur ces sujets-là. Et il y a probablement des dispositions à prendre d'un point de vue contrat de travail ou autre. Alors, ça existe, mais ça ne va peut-être pas assez loin, sur comment on peut accompagner un salarié qui est en difficulté dans sa vie professionnelle, tout simplement parce qu'à côté, il doit aussi s'occuper d'une personne dépendante. La problématique des aidants. Là, il y a un vrai sujet social et sociétal. Et là, pareil, si vous avez des idées, on est preneur aussi d'une note par rapport à ces sujets. Merci, Damien. En tout cas, merci pour vos réactions. Je vous ferai parvenir des choses, puisqu'on a travaillé sur les problématiques de mise en place de solutions de dépendance proposées aux entreprises, et puis sur les solutions liées aux aidants. Voilà.
Et merci de nous remonter des idées sur ce sujet-là. Je partage effectivement qu'il y a une vraie réflexion comment mettre un dispositif qui permet de créer effectivement de l'aide aux aidants qui aident les dépendants. C'est un vrai gros sujet. Merci à vous. On va continuer sur les questions. Je vois qu'on a une intervention qui nous est demandée. Je vais me brancher pour pouvoir vous mettre le son tout de suite. Clac. Je lance votre son. Je vous demande un tout petit instant. Touc. Alors, hop, ça y est, vous devriez pouvoir intervenir. Oui, bonjour, Julien Besançon, enchanté, donc chef d'entreprise. Enchanté. Justement, moi, c'est une réflexion et avec une solution que je vais apporter ce soir avec vous. Moi, je le vois dans le cadre de mon entreprise et de mes partenaires. En fait, on s'est rendu compte qu'il y a une véritable problématique aujourd'hui sur la réindustrialisation française. C'est un vrai problème, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, on en parle, mais malheureusement, quand les entrepreneurs excusez-moi du terme, hein, mais se retroussent les manches et mettent de l'argent pour réinvestir dans l'outil productif de l'outil industriel, malheureusement, on s'aperçoit que l'État ne suit pas forcément derrière. Une preuve assez concrète, hein. Donc, on a réindustrialisé, par exemple, toute une industrie qui avait été laissée en lambeaux pour les masques chirurgicaux, les masques FFP2 et tous les dispositifs médicaux qui sont nécessaires, malheureusement, lors d'une crise. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'au bout d'un an, il y a des entrepreneurs qui ont investi beaucoup d'argent, qui ont investi de leur temps pour justement le bien commun. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les marchés publics ne répondent pas du tout. Les marchés publics ne répondent pas parce qu'effectivement, la donne RSE, hein, qui est un peu, entre guillemets, les termes un peu en vogue, mais je pense que c'est des termes qui doivent prendre sens, ne prennent pas en compte, par exemple, l'empreinte carbone, ne prennent pas en compte, par exemple, l'investissement d'une entreprise française, ne prennent pas en compte, par exemple, tous les délais d'acheminement qui sont complètement réduits et donc avec une certification et une normalisation des produits. C'est pas faire la chasse à l'import, loin de là, parce qu'il en faudra toujours des importateurs. Mais je pense qu'il y a des dispositifs, comme les dispositifs médicaux, mais même, je pense à tout ce qui va être données pharmaceutiques, etc. Je pense qu'il y a vraiment des outils stratégiques et l'industrie doit répondre à cela, mais l'État doit répondre aussi. Et je pense que dans les marchés publics, et là, c'est une des solutions que je vous adresse, de véritablement intégrer, instaurer, grâce à la loi, dans les marchés publics, cette donne RSE, cette empreinte carbone, et qu'aujourd'hui, on n'est pas des marchés publics que l'on voit tous les jours, où on a 90% du choix décisionnel qui est uniquement reporté sur le prix. Aujourd'hui, effectivement, quand on paye quelques centimes de l'heure à un ouvrier asiatique, pour ne pas les citer, et quand on paye 15 euros ou 20 euros de l'heure à un employé en France, et notamment des personnes en situation de handicap, parce que justement, c'est une véritable denrée, et je rebondis un petit peu sur ce que disait la collègue tout à l'heure en préambule, et j'abonde complètement dans son sens, effectivement, on ne peut pas avoir les mêmes tarifs à la fin, ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, tant qu'on aura malheureusement des marchés publics ou même des mises sur le marché avec 90% de choix décisionnels sur le prix, on ne pourra pas réindustrialiser, ça sera très compliqué. Donc moi, la solution, c'est vraiment d'intégrer l'écologie, l'environnement, l'empreinte carbone et véritablement tous les efforts que font les entreprises françaises pour créer de l'emploi en France, pour créer de la richesse, de la valeur et justement que l'État réponde au présent à ce moment-là. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup, propos très intéressants. Alors, on a une première réponse sur la réindustrialisation de la part de Xavier Bertrand, puisque a été annoncée une vraie baisse cette fois-ci de l'impôt de production il est élu président, parce que c'est vrai qu'il y avait quand même un truc quand même assez invraisemblable. Finalement, il fallait mieux être négoce que l'industriel en France. Là, on va revenir à quelque chose de plus réaliste. Par contre, il y a un deuxième pan que vous pointez et qui a beaucoup de sens, et en tout cas sur lequel il va falloir réfléchir entre les contraintes européennes, les avantages de l'Europe et le besoin aussi de favoriser les filières de nos territoires, les filières qui innovent, qui investissent et faire en sorte que tout cet ensemble-là, qui irrigue notre économie, ne soit pas forcément privilégié, vous avez bien pointé le terme, mais qu'on tienne compte sûrement d'un certain nombre de facteurs, qui soient environnementaux, qui soient en termes d'emploi. On a parlé d'inclusion, on a parlé d'handicap, voilà, on a parlé d'égalité homme-femme. Il y a des tas de choses qu'on pourrait intégrer effectivement pour dépasser, en tout cas peut-être
la notion de prix qui ne doit pas être le seul argument de décision. C'est un ensemble qui doit permettre de décider, que ce soit la qualité, que ce soit le prix, que ce soit l'impact sur le territoire, l'impact environnemental. Et c'est une vraie question qui a beaucoup de sens. En tout cas, votre point mérite, et on est très preneur de pouvoir le regarder de très près, et surtout des exemples concrets. Ouais, des exemples concrets. Voilà, j'ai répondu à cet appel d'offres. Je suis dedans en ce moment. J'ai été sorti pour ça. Je suis dedans en ce moment, c'est pour ça. Je dis honnêtement, on se bat pour expliquer qu'il n'y a pas qu'un prix derrière un produit. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des personnes en situation de handicap. Et vous savez, je terminerai là-dessus pour ne pas phagocyter le temps. On a fait une étude qui rapporte qu'aujourd'hui, 75% du prix d'un masque fabriqué en France retourne dans l'économie locale. Un masque importé, c'est 25%. Donc aujourd'hui, acheter peut-être un peu plus cher, c'est investir aujourd'hui en France. C'est investir sur des emplois. Donc ça a du sens derrière. Et au-delà, bien sûr, de l'impact environnemental, bien entendu. Je compléterai très brièvement votre propos et je suis tout à fait d'accord avec vous. En plus, il y a deux enjeux. C'est qu'on touche à la santé, donc c'est quand même un sujet de souveraineté nationale. Donc on se rend bien compte qu'on ne peut pas être dépendant des importations à chaque fois. Et en plus, on est dans de la commande publique et pour le coup, qui a trait au marché de la santé et qui est entièrement de l'argent français. Et donc, à partir de là, faut qu'on soit à armes égales par rapport aux concurrents étrangers, puisque c'est de l'argent français. Donc, après, il faut trouver le bon équilibre entre… vous l'avez pointé. On est bien d'accord. Et juste ce titre, excusez-moi, entre l'exportation, un marché libre, ouvert, concurrentiel, et pour autant contributif à créer de la valeur en France et du lien social. Complètement. Aujourd'hui, moi, je dirais juste qu'on a des partenaires en Asie qui font du très bon travail. Et aujourd'hui, ce n'est pas de pointer du doigt la qualité du travail ou des importations. Il faut travailler un équilibre, mais un équilibre, ça va dans les deux sens. Ça ne peut pas aller que dans un sens. Alors, je vois qu'on a une question, on a encore des questions qui sont en attente. J'en vois une de Dominique et j'en vois une. Alors, je suis désolé, je vous appelle par les prénoms, mais je prends ce que j'ai comme information et à l'écran. Et j'en ai une de Julien. Je vais lancer Dominique et ensuite Julien. Je suis à vous aussi. Je lance puisqu'il y a des questions qui viennent aussi dans le Q&A. Dominique, je lance votre micro. Allez-y, je vous en prie. Je pense que votre micro doit être activé. Alors, pas encore. Je demande la réactivation. Alors, Dominique, je pense qu'il y a un petit problème technique avec votre micro. Ce que vous pouvez peut-être faire… Bon, là. Ah, ça y est, c'est parfait, on vous entend. Ouais. Voilà, on vous entend. Merci. De mon expérience, en fait, je suis à la retraite depuis 1 an et je suis en train de finaliser le statut de ma boîte de consultant. Et pour le fun, si on peut dire, je me suis inscrit à la formation entrepreneur de la Chambre de commerce et d'industrie d'Île-de-France. Et je trouve que c'est un peu triste. On était une vingtaine de personnes. Il y a une animatrice extrêmement charmante qui est là. Et ce qui m'a un peu interloqué, c'est le nombre. Il y a beaucoup de jeunes qui sont volontaires, c'est très bien. Il y avait 3/4 de femmes. Mais le problème, c'est que je ne sais pas où ils vont après. On les entretient dans l'idée que d'être pro-entrepreneur, ça va être magnifique. Plus de la moitié des projets, c'est peut-être faire des boîtes de e-commerce autour de la santé, de la beauté, etc. Je ne suis pas persuadé qu'ils auront forcément des débouchés là-dedans. Donc, je crois qu'il faudra améliorer le suivi des créateurs d'entreprises au travers de ce que font les chambres de commerce et d'industrie. C'est une très bonne remarque. Et c'est intéressant ce que vous dites parce que vous êtes en train de le vivre. Oui. Voilà. Et donc, du coup, on est dans le réel complet. Qu'est-ce qui… Alors, j'ai bien compris ce qui vous a marqué. Ah, puis moi, vous diriez, au fond, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que demain matin, débloquer les choses? Non, mais je finis mon expérience parce qu'en fait, moi, j'ai travaillé 30 ans chez l'assistance et on avait une activité aide au retour à l'emploi pour les allocataires du RMI et du RSA. Donc, moi, j'avais l'activité marché public au titre du commercial et avec l'équipe emploi derrière, on prenait les gens en main et
on leur faisait à la fois des tests de personnalité, enfin, on validait leur projet. On ne les laissait pas s'aventurer n'importe où. Et j'ai l'impression que c'est ce qui manque dans les structures consulaires, en fait, si on peut dire. C'est-à-dire qu'au fond, ce que vous exprimez, c'est qu'il faudrait qu'il y ait plus d'accompagnement et de validation et de vérification de la viabilité du projet. L'expérience, évidemment, parce que moi, je ne suis pas Ouais. tellement… Je vous dis, sur la vingtaine qu'on était, il y avait une femme d'une quarantaine d'années qui travaillait chez un assureur, qui connaissait son projet et son métier, mais j'ai eu l'impression que dans la plupart des jeunes, c'était essentiellement du rêve, qui s'illusionnaient sur ils vont faire du e-commerce, ils vont être le nouveau Amazon, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de rêves que de réalité. Et est-ce qu'ils vont maîtriser la comptabilité? Enfin, je crois qu'il faudrait faire plus d'études pour savoir que si les gens, on ne les envoie pas dans une impasse en disant bah, pendant que vous serez occupé à créer votre truc d'auto-entrepreneur, vous n'enrichirez pas le stock de Pôle emploi. C'est ça que je crains, moi. Non, mais alors vous avez raison, mais vous soulevez un point, à mon avis, assez profond, je dirais, qui est la chaîne globale. C'est-à-dire que, au fond, c'est bien de dire, et moi j'ai démarré très jeune et j'ai pas fait de grandes études, et pour autant, j'ai réussi à développer mon entreprise et à apprendre tous les métiers. Mais ce qui m'a manqué de façon très concrète, c'est finalement d'avoir un peu des tuteurs, d'avoir un peu un environnement, voire une formation qui aurait pu me donner quelques clés, quelques bases, et puis du réseau, parce que c'est aussi la réalité d'un entrepreneur. Il a besoin quelquefois d'avoir du réseau. Et en tout cas, c'est un point, et en tout cas, vous soulevez, et moi je pense que les CCI ont un rôle central dans le dispositif, que l'éducation nationale peut avoir un rôle central, et que les organisations paritaires pourraient avoir un rôle central également. Après, il faut trouver la bonne idée. Le maillon faible sur l'éducation nationale, c'est l'orientation. Je l'ai vécu quand j'étais en troisième. Il y avait une orientation des tests sérieux sur une journée. Depuis, j'ai vu pour mes enfants, on vous envoie au CIO, on vous donne 3 classeurs et débrouillez-vous. C'est un vrai sujet. Autour de la jeunesse, d'expliquer ce qu'est le statut d'auto-entrepreneur, d'expliquer ce que c'est une SARL. Non, mais même ça, avant de choisir son métier. Moi, je le vois, j'ai mon fils qui est en Je suis d'accord, je le partage. Et mon prochain on va enchaîner les questions. Je suis preneur de vos éléments sur le sujet. Pour voir, voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Et on va enchaîner les questions. Merci. Hop, je continue. Clac. Alors, Julien, je lance votre micro. Hop, c'est parti. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, parfaitement bien. Oui, bonsoir à tout le monde. Oui, je voulais rebondir. Je suis fonctionnaire territorial, donc je suis peut-être un petit peu à contre-courant. Je ne suis pas en tout cas issu du milieu privé, même si j'ai commencé ma carrière comme apprenti. Je voulais rebondir. Je suis acheteur public, donc je peux peut-être un petit peu aussi mener ma contribution au projet de Xavier Bertrand, et puis aussi d'être tout à fait en phase avec ce que votre ancien collègue disait là sur le fait de dire mais arrêtez de mettre des critères prix majoritaires dans les marchés publics. Dans le fond, je ne peux que boire ces paroles. Bon, ce n'est pas ma façon de travailler, hein. Moi, je travaille dans une des plus grandes collectivités territoriales de France. Donc, des marchés publics, j'en ai lancé au quotidien. Quand on achète que du prix, on n'achète pas grand-chose. Moi, ce que je peux vous dire de l'autre côté du miroir, c'est que il y a vraiment de quoi relancer et travailler de façon très, très pragmatique et très pertinente avec le monde du privé. Il y a des économies à faire pour le public. Dans les marchés publics, on peut travailler, et c'est ce que j'ai toujours fait aussi, avec des clauses environnementales, évidemment, relancer aussi le travail de personnes handicapées. Il y a des tas de choses à faire. Le problème, c'est qu'en effet, il y a 2 problèmes dans les marchés publics. Le premier, c'est qu'en effet, celui qui se contente que de faire du prix, il n'aura pas grand-chose. Deuxièmement, les collectivités territoriales et le monde de l'entreprise sont confrontés à ce problème dont on parlait rapidement ensemble, de centrale d'achat. C'est-à-dire que plutôt que de lancer des marchés publics avec des critères
alors qualitatif peut-être pas, parce qu'on peut toujours être retoqué, mais de conformité, des critères en effet environnementaux, etc. On peut amener à faire travailler les collectivités territoriales à des prix moindres et à faire travailler beaucoup plus l'entreprise. Encore faut-il que la politique au niveau national favorise aussi le paiement des sociétés et déverrouille en fin de compte la notion de travail entre le public et le privé. Moi, il m'arrive très régulièrement de prendre par la main des entreprises pour leur faire remplir des documents qui, pour nous, sont très, très faciles, type DC1 ou DC2, mais qui ne parlent pas à des artisans. Donc, il est évident, il est essentiel, d'arrêter de travailler avec des centrales d'achat qui sont, en fin de compte, des espèces d'arrangements politiques, premièrement. Deuxièmement, on travaillera avec des prix beaucoup plus bas, avec une qualité égale. On pourrait travailler avec des PME, TPE, ce qu'on ne peut pas trop faire en ce moment. Hein. Et ma deuxième remarque, pour faire très très vite, je rêverais qu'enfin un candidat ou qu'un président remette et mette la notion du travail au cœur d'un projet cohérent. Je rêverais de pouvoir faire le tri, pardonnez-moi d'être un peu cru, mais dans le public, d'enlever ceux qui ne font pas grand-chose, de valoriser celui qui se lève le matin, parce qu'il y en a beaucoup aussi dans le public, il y en a, et de créer quelque part un fossé entre celui qui cumule les aides et celui qui commence comme moi, il y a 22 ans, avec un balai et une poubelle à ramasser les papiers par terre. Voilà comment j'ai commencé, moi, avec 700 € par mois. Quel était mon intérêt, hormis mon éducation, de me lever le matin, quoi. Donc, c'est vraiment remettre le travail au cœur d'un projet cohérent, d'arrêter de nous frapper d'impôts pour pouvoir nous laisser grandir et nous laisser nous développer. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Il y a tellement à dire. Alors, merci beaucoup, Julien. L'enceinte du collectif, il est ouvert à tout le monde, tous ceux qui ont une sensibilité sur l'entrepreneuriat. Et je suis convaincu, et votre présence en témoigne, que beaucoup de fonctionnaires ont une sensibilité sur l'entrepreneuriat et qui considèrent qu'au fond, il faut réussir à relier mieux le monde public et le monde privé ensemble. Et dans mon propos, c'est ce que j'entends. Ce qui est intéressant également, c'est que vous dites qu'on peut aller plus loin et qu'on peut répondre en fait en partie à la demande qui a été faite tout à l'heure. Et je serais très preneur, en tout cas, d'éléments sur le sujet. Et n'hésitez pas à nous les remonter. Et ravi de vous avoir aussi avec nous. Et comptez sur nous, en tout cas. Et j'en suis certain. Autrement, je n'aurais pas créé ce collectif-là, que la valeur travail va être au centre des débats. Et elle l'est. En tout cas, dans sa présidence de région depuis quelques années, et ça a été centré, plus que centré. On va continuer dans les questions. Si je peux me permettre juste de terminer mon propos qui est essentiel. Le seul souci dans cette collectivité territoriale où je travaille, c'est que quand bien même les décisions sont prises au niveau de l'État, dans la mesure où vous avez un fonctionnement qui n'est pas lié à l'État, qui est quasiment indépendant, les informations ont vraiment du mal à descendre, on l'a vu sous l'ère Sarkozy, entre les prérogatives données, etc., sur la réduction des effectifs qu'ils ont fait dans des domaines qu'ils ne devaient pas, au détriment de la territoriale, qui n'a jamais été aussi grosse et aussi importante que maintenant, pour un résultat qui est devenu maintenant médiocre. Voilà. Merci. Alors, on va enchaîner sur les questions. Donc, je propose à Antoine de venir poser sa question. Je vais activer votre micro. Est-ce que vous m'entendez, Antoine? Donc, je vous entends. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, moi, parfaitement bien. Bon, formidable. Donc, je suis entrepreneur depuis 10 ans et personnellement, ce qui m'a le plus surpris ou choqué en tant qu'entrepreneur, c'est les mauvaises relations qu'on a en France entre entrepreneurs et administration. Donc, il y a un des intervenants qui allait, à l'opposé de ce que je viens de dire, puisqu'il comprenait très bien la nécessité de travailler ensemble, administration et entrepreneurs. Mais je vais vous donner 2 exemples concrets que je vis en 2020-2021 avec les administrations, mais c'était quand même assez sidérant. On est en phase Covid, on est en crise sanitaire et économique. L'État français a débloqué des aides Covid qui sont importantes. L'administration, c'est elle qui traite les dossiers.
Moi, pour ma part, que ce soit l'administration régionale ou l'administration de l'État, donc au niveau national, le résultat est le même. J'ai des besoins pour passer la phase Covid. L'administration me délivre, si je puis dire, 1/5 de mes besoins. Bon, donc, je proteste. Ça fait 6 mois que ça dure. L'administration se fiche de mes protestations. Je n'ai aucun recours, même pas les tribunaux administratifs. C'est 1/5 de mes besoins, terminé. Si vous mourrez, nous, on s'en fiche, c'est pas notre problème. Bon, ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, il est encore plus sidérant. Une administration qui n'a rien à voir avec l'administration fiscale calcule mes revenus de chef d'entreprise. Pour calculer mes revenus de chef d'entreprise, elle inclut mes dépenses d'entreprise qui sont immobilisées. Vous avez bien entendu, les dépenses de mon entreprise qui sont comptablement immobilisées se retrouvent inclus dans mes revenus. Les dépenses qui ne sont pas immobilisées ne sont pas dans mes revenus. Rebelote, protestation, ça fait 6 mois que ça dure. L'administration ne change pas d'avis. Moi, dans les deux cas, ça me perturbe dans ma vie d'entrepreneur. Je ne peux rien faire. Je suis comme Don Quichotte face au moulin. On est perdu, on ne sait pas quoi faire. Même les tribunaux administratifs ne peuvent rien régler. Mais dans quel pays sommes-nous? Nos adversaires, ce ne sont pas l'administration. Nos adversaires, c'est tous les problèmes qu'on rencontre quotidiennement, et puis la concurrence qui parfois est étrangère. Dans mon cas, c'est le digital américain. Bon, voilà, donc je refuse de me battre contre l'administration française. C'est pas mon rôle d'entrepreneur. Heureusement, vous avez parfaitement raison. C'est pas notre rôle. L'administration, ça doit être un partenaire pour nous. Ça ne doit pas être un ennemi. Ça doit être un facilitateur qui nous permet de créer des emplois, de créer de la richesse, de créer du lien social. Votre problématique, alors, je la connais pas et je serais vraiment très, très preneur que vous me l'expliquiez. Parce que le deuxième, effectivement, il est sidérant. Il est sidérant et si vous pouvez nous adresser, on va vous mettre, Damien va vous mettre dans la step conversation, il va vous mettre l'adresse mail du collectif pour ceux qui ne l'ont pas. On va vous la mettre pour que vous puissiez nous écrire. Cet exemple-là, je voudrais le comprendre parce que voilà, j'étais un peu scotché, qu'on puisse avoir ce genre d'idiotie. Alors, je vais faire intervenir une dernière personne parce que je vais conclure ensuite, sans paraphraser Xavier Bertrand, mais il a complètement raison. Une réunion digitale qui dure plus d'1 heure, on va au-delà. On est dans un environnement où on a beaucoup de gens qui nous aident au quotidien et nous aussi, on essaie de les aider avec un objectif tous commun de pouvoir remonter des idées à Xavier Bertrand pour pouvoir faire émerger des solutions pour la France et que derrière, chacun, on puisse retrouver, en tout cas pour les entrepreneurs, notre logique de liberté d'entreprendre, notre logique de créer de la valeur, de créer du lien social. C'est impératif. Et je vais faire intervenir Julien Martinez, qui est de la manufacture et qui va vous expliquer une initiative qu'ils vont mener la semaine prochaine. Ils vont avoir besoin de vous pour pouvoir vous mobiliser et ensuite, je conclurai. Donc, je vais prendre Julien, je vais activer son micro et il va pouvoir vous expliquer ça. Hop, est-ce que tu nous entends, Julien? Alors, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfaitement bien. Super. Je te laisse parler. Ouais, bonsoir à tous. Je vais être extrêmement court. Je vous écoute depuis tout à l'heure et c'est assez passionnant. Et je crois que, Ulrich, tu fais un super travail à réunir toutes ces énergies et les entrepreneurs. Et nous, justement, avec la manufacture, on organise à partir de lundi la quinzaine du monde réel avec une série de 8 visios chaque soir, donc, qui vont aborder à chaque fois un secteur d'activité de relance économique, soit les oublier, soit les sacrifier finalement de la crise sanitaire et des annonces qui ont été faites aujourd'hui par Emmanuel Macron. Donc lundi, on aborde le sujet des commerçants, mardi des restaurateurs, mercredi les artisans, plus précisément du bâtiment avec
les problématiques de matières premières. Jeudi, tout le secteur événementiel. Vendredi, les forains. Après, le tourisme, la culture, etc. Mais je demanderai à Ulrich de vous retransférer un peu le calendrier de nos visios. L'idée, c'est simple, c'est qu'on puisse réunir entre 20 et 30 personnes avec des témoins terrain de ces secteurs qui puissent témoigner et qu'on puisse en faire, nous, une synthèse, qu'on puisse faire un vrai diagnostic et un état des lieux de où on en est dans tous ces secteurs économiques qui ont été quand même bien malmenés et par la crise sanitaire et qui vont être, à mon avis, dans le flou, comme c'est un peu orienté, notamment dans le domaine des restaurateurs. Là, j'étais avec le président de l'UMI, j'étais avec pas mal de représentants syndicaux sur la question des restaurateurs, l'ouverture des terrasses, 40% des terrasses, 50% des restaurants qui ont des terrasses, donc quid des autres. La question aussi du retour au salariat, c'est-à-dire qu'on a eu quand même plus de 100 000 démissions dans les secteurs des restaurants et de l'hôtellerie, donc quid de la reprise des salariés. Donc il y a toutes ces questions-là qu'on va évoquer. Le format, donc c'est des réunions de travail très interactifs comme fait Ulrich, de 19h à 20h. Donc voilà, donc on compte sur vous, sur votre présence si les sujets vous intéressent, pour votre contribution. Si vous avez envie de témoigner puisque c'est votre secteur, eh bien, écoutez, avec grand plaisir, on vous fera une place très particulière dans nos visios. Et puis, je vais conclure sur ça. Te remercie, Ulrich. Je te laisse le soin de Merci, Julien. Voilà. Et on compte vraiment sur vous, sur votre participation, sur votre interaction. Pourquoi ? Parce que c'est l'ADN de la manufacture et c'est aussi l'ADN de Xavier Bertrand et qu'on a besoin de vous, surtout en cette période-là. Voilà, je vous remercie. Merci Julien. Je vois également, parce que voilà, on va dépasser un peu le temps, mais on va vous envoyer, je vois une question qui arrive, le planning des visios, on va vous l'envoyer, qui va avoir lieu sur la quinzaine qui vient. Que ce soit la manufacture, que ce soit le nouveau siècle Hauts-de-France, que ce soit les jeunes avec Xavier Bertrand, que ce soit les entrepreneurs avec Xavier Bertrand, on essaye de travailler collectivement, mais aussi dans nos groupes thématiques. Mais par moments, on se réunit aussi pour mener des actions coordonnées et beaucoup plus fortes. Je vais laisser un autre intervenant de qualité, parce que je le connais et je suis certain que sa question ou son intervention aura beaucoup de sens. Donc, je vais laisser intervenir et on se donne ensuite 3 minutes pour conclure derrière Jean-Marie Belin qui va intervenir. Je vais lui activer son micro. Il faut juste que j'arrive à le repérer dans la liste. J'arrive tout de suite. Voilà. Clac. Je réactive votre micro, monsieur. Est-ce que vous m'entendez ? Hop. Ouais. Voilà. Je vous laisse intervenir. Est-ce que ça fonctionne ? Alors, j'ai vu là. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Non, malheureusement. Est-ce que là, ça fonctionne, le son ? Voilà, oui, ça y est. C'est voilà. parfait. Alors, je suis heureux qu'on m'appelle monsieur parce que j'ai l'impression que j'ai plus de 60 ans, ce qui est parfaitement le cas. Non, je voulais simplement dire une chose. D'abord, merci de m'avoir associé à cette réunion. Je l'ai écoutée, elle a été passionnante de bout en bout. Il y a quelque chose qui ressort et qui est absolument évident, c'est l'énorme qualité de bon sens qui s'exprime à travers ce que vous dites. Or, ce bon sens-là, il n'est pas porté aujourd'hui sur le plan politique, quasiment par personne, par notre candidat plus que par d'autres, mais c'est vrai qu'on n'entend pas ce bon sens partagé dans les débats ou les tribunes politiques. Ça veut dire que ce que vous êtes, il faut surtout le rester sous la houlette d'Ulrich, c'est-à-dire des entrepreneurs qui ont envie de participer au débat politique. Or, vous incarnez une deuxième vertu à mes yeux, qui est celle d'être les porteurs de la société civile, plus que d'autres. Et la société civile, elle doit être entendue. Il n'y a pas que des mouvements politiques, il n'y a pas que des partis politiques. Moi, j'anime avec une petite équipe sous la houlette de Frédéric Alliot le Nouveau Siècle Hauts-de-France, qui essaime à peu près partout en dehors des Hauts-de-France, c'est assez amusant d'ailleurs, et je fais la passerelle aussi avec les jeunes et avec Ulrich pour les entrepreneurs. Sur les réseaux sociaux également. Il faut que petit à petit, la patte de qualité que vous représentez soit travaillée avec le levain
de la politique sans que ce soit altéré. C'est-à-dire il faut que ce bon sens persiste et que surtout vous puissiez le partager. Vous avez franchement, là tel que vous étiez et que je vous ai écouté de bout en bout, énormément de choses à nous apprendre. Il faut simplement, à un moment donné, qu'elles soient, comment dire, un petit peu transformées pour obliger les politiques à le rentrer dans leur discours. Ce n'est pas un exercice forcément simple. Moi, je l'ai vécu dans la campagne précédente, notamment avec les entrepreneurs avec Fillon qui étaient particulièrement actifs. Là, on essaye de le faire revivre au niveau de la société civile parce que c'est là, et vous êtes vous, et j'ai beaucoup entendu ce que disait, je crois que c'est Virginie, sur c'est dingue parce que c'est ça les territoires et c'est ça la société civile. Si on me dit que les politiques portent aussi bien que vous ces deux qualités-là, je vais beaucoup rigoler parce que ce n'est pas vrai. Et vous portez ces deux qualités-là, donc on va le faire ensemble. Voilà, tout simplement. Et en tout cas, merci pour le plaisir que vous m'avez donné pendant 1 heure et 5 minutes. En tout cas, merci Jean-Marie. Tu as parfaitement bien synthétisé, je trouve, ce premier temps. On va le renouveler. On vous a passé l'adresse mail pour les notes. On va vous passer les plannings. On va, je pense, agir encore plus fort. On n'est qu'au début de l'aventure. On n'est qu'au début d'une route qui, j'en suis convaincu, fera de Xavier Bertrand le prochain président de la République. Charge à nous, on a cette opportunité dans les mains de lui apporter plus d'idées de bon sens, de pragmatisme. Il en a beaucoup, mais à nous de lui en donner. Ce réalisme terrain que vous avez, qu'on a dans notre parcours de notre vie, et ça, il faut le partager particulièrement. Avant de clôturer, je vais vous demander simplement une petite chose. Alors, vous n'êtes pas obligé, mais je vais activer les vidéos parce que j'aime bien faire une photo du moment. Je vous dis bien sûr, rendez-vous dans 15 jours pour la prochaine. Également, il y aura le webinaire de la présidentielle. Vous avez vu la première version avec Sophie de Menton, avec Jean-Marc Sylvestre, le prochain qui est en train de s'organiser. Et je vous promets un thème qui va être très sympa, mais vous serez bientôt informés complètement sur le sujet. Je vais juste activer les vidéos de tout le monde si vous en êtes bien d'accord. Vous n'êtes pas obligé d'activer la vôtre. Je vais activer l'audio également. Comme ça, on pourra se dire bravo collectivement. Voilà, je pense que tout ça va se mettre en route si ça marche parce que, encore une fois, je découvre tous ces outils numériques. Voilà, et je pense que du coup, vous pouvez mettre vos vidéos en route. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez tous les mettre en route d'ailleurs. Je ne sais pas. Ulrich, il faudra que je vous apprenne à mettre votre logo à l'endroit. Ah, il est à l'envers. Alors, moi, j'ai l'impression Oui, ça Et c'est vous autre avez chose. forcément besoin d'une autre femme dans le chose. digital. Voilà. Oui. À l'envers, mais on avait compris le sens du. Ulrich, vous pouvez prendre la photo maintenant parce que la lumière est meilleure. Voilà. Le plus important. On a des photos, voilà, et ça, c'est très bien parce que on a besoin de voir des visages. Moi, franchement, j'ai besoin. Hein. Non, c'est la société, c'est tout ça, c'est les visages. Oui, oui, absolument. Voilà, on a besoin de les voir. Voilà, c'est nécessaire. C'est nécessaire et on a tous besoin. Merci en tout cas à tout le monde d'avoir été là. Je vous dis rendez-vous au prochain webinaire. Merci à tout le monde et merci pour votre efficacité. Et on ne lâche rien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous et toutes.